Deuxième édition du festival Ragnagna Party avec de nouveau plein de thématiques qui sont abordées. La thématique du consentement, les menstruations, bien sûr, hein, ça s'appelle Ragnagna Party, hein, c'est pas pour rien. Mais on a aussi tout le volet inclusif des identités de genre, de lutte contre les discriminations. Demain aussi, on aura un atelier sur le cancer du sein, autour du cancer du sein. On a tout ce qui est autour aussi des sexualités, des moyens de contraception. Donc plein de thématiques en fait qui sont abordées dans ce festival et pas juste les règles. On a voulu vraiment quelque chose, un événement, un lieu et un moment ouvert à toutes et à tous. Ça nous tenait vraiment à cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à coordonner cette deuxième édition. J'ai pas tout porté toute seule, hein. Emilia vous vend du rêve en mode je suis exceptionnelle, mais non, il y a aussi un grand réseau de bénévoles dans l'association que je remercie très très chaleureusement, une équipe salariée aussi voilà, qui est toujours présente dans le soutien aussi. On vit de très belles choses et je pense qu'on peut se le dire. Et on peut effectivement les applaudir. Elles sont pas toutes et tous ici, mais oui, il y a derrière un gros travail de tout le monde et d'une belle équipe. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Sandra Lapérade, que j'invite à monter sur scène, qui est directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, et également Catherine Ladune, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, que j'invite également à monter pour se présenter et puis avoir un petit temps également pour nous dire leur ressenti. Et je vais également inviter sur scène Charline Vermont, qu'on a le plaisir d'accueillir et qui est pour la deuxième édition et la marraine de notre festival. Je vous laisse vous asseoir. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je commence par remercier l'équipe Nouveau Cycle pour l'organisation de ce festival et puis également pour tout le travail qui est fait tout au cours de l'année sur les sujets de santé gynécologique et sexuelle, et puis aussi évidemment pour tout le travail qu'ils font pour lutter contre les stéréotypes et les tabous, ce qui est essentiel. Merci beaucoup. Quelques mots, parce qu'aujourd'hui nous sommes donc le 25 novembre, la journée internationale pour l'éradication des violences contre les femmes, donc je vais prendre quand même quelques minutes. Chaque acte de violence, qu'il soit physique, psychologique ou économique, doit être dénoncé. De nos jours, les statistiques montrent de façon alarmante que les femmes sont plus nombreuses à être victimes de violences. Je voudrais quand même rappeler juste quelques chiffres, à savoir que depuis 10 ans, 1269 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. L'année dernière, il y en avait 118. Chaque année, plus de 200 000 femmes déclarent subir des violences et malheureusement, ces chiffres sont en augmentation. Face à ce sujet-là, il est nécessaire que tout le monde puisse s'engager, l'État, mais aussi la société civile. Alors moi, je représente effectivement l'État puisque je suis directrice régionale aux droits des femmes. Des progrès ont été accomplis, mais malheureusement, on constate que le nombre de féminicides et de violences faites aux femmes ne baisse pas encore. Donc, il faut continuer à agir. Je voulais faire quelques annonces rapides, peut-être l'avez-vous entendu. À partir du 1er décembre, donc on va pouvoir accorder une aide financière aux femmes qui veulent quitter leur conjoint violent. Ça, c'est très important parce qu'il est très compliqué pour une femme de quitter son conjoint, parce qu'il y a un phénomène d'emprise. Et donc, on se doit de les aider financièrement, mais pas que, hein, psychologiquement, à trouver un emploi aussi. Donc, il y aura une aide financière à partir du 1er décembre qui sera donnée par la CAF. Et on travaille aussi à mettre en place dans tous les départements un pack nouveau départ. Donc là, c'est une espèce de guichet unique hein, qui permettra à chaque femme d'avoir un seul interlocuteur, ou en tout cas le moins possible,
pour l'aider à quitter son conjoint violent. Parce que en fait, en moyenne, une femme fait 7 allers-retours avant de pouvoir quitter son conjoint. Donc on voit que c'est très compliqué. Mais évidemment, ce n'est pas que l'État qui doit s'engager, c'est nous tous. Nous tous, c'est-à-dire les femmes bien sûr, mais aussi les hommes, les adultes, mais aussi les plus jeunes. Il faut aussi que les enfants soient sensibilisés à ce sujet-là. Et je dois dire aussi que les violences, je voudrais insister là-dessus, faites aux femmes sont aussi des symptômes profonds des inégalités persistantes qui existent entre les genres. Là, je fais le lien un peu avec le sujet qui nous occupe là. Ces inégalités persistantes entre les genres, elles existent partout. Elles existent aussi dans le domaine de la santé. On en parle un petit peu moins, mais il existe des disparités notables en matière de santé, dans l'accès aux soins, déjà, aussi dans la recherche médicale, mais aussi les femmes ont des spécificités de santé. Évidemment, tout ce qui est lié à la maternité, la contraception, tous ces domaines ont été négligés, de recherche ont été négligés. Il est absolument nécessaire qu'on puisse avancer ensemble sur tous ces sujets d'égalité et de lutte contre les violences. Je vais revenir un tout petit peu sur Nouveau Cycle, parce que votre slogan, c'est le festival qui lutte contre les tabous, c'est ça ? Qui titille les tabous. Alors moi, je me suis demandé à quoi ça sert de titiller les tabous, et enfin, je me suis demandé pas trop, mais je voulais quand même vous dire à quel point c'est important de lutter contre les tabous. Pourquoi ? Alors, c'est pas juste pour choquer ou pour... Non, c'était essentiel parce que une société sans tabou, lutter contre les tabous, ça favorise une société plus ouverte, compréhensive et inclusive. C'est-à-dire qu'en remettant en cause les tabous, on entre dans le dialogue, la compréhension mutuelle et la reconnaissance de la diversité des expériences humaines. Donc, lutter contre les tabous, c'est promouvoir l'égalité et permettre à chacun de s'exprimer sans crainte de jugement injustifié. Donc, merci beaucoup pour lutter contre les tabous. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Je vais laisser du coup Catherine Ladune faire un petit mot également. Alors oui, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Donc vous êtes un partenaire privilégié. Alors en plus, la région Nouvelle-Aquitaine, après votre rencontre, on avait eu l'idée comme action de mettre dans les lycées des distributeurs automatiques pour enrayer la précarité menstruelle, parce que ça touche comme 4 millions de femmes en France, et également donc des jeunes filles dans les lycées, et ce qui explique parfois un nombre important d'absentéisme. Donc finalement, l'accès, ça leur interdit l'accès à l'éducation. Et puis également, on constate aussi que certaines jeunes filles utilisent des protections pas adaptées, comme des papiers journaux, des sopalins, enfin des choses qui sont dangereuses pour leur santé. Donc tout cela nous a poussé à vouloir mettre notre pierre à la lutte pour lutter contre cette précarité menstruelle. Voilà. Et je voudrais rappeler aussi que effectivement, par les tabous, Madame Lapeyrat vient de le rappeler, le tabou des règles, effectivement. Et petit rappel historique. En fait, au cours de l'histoire, le sang des femmes, en fait, c'est cette continuité. En fait, on y est toujours. Hein. Le sang des femmes a fait peur, en fait. Et pourquoi ça fait peur ? Parce que c'est lié au fait que la femme peut engendrer, peut créer la vie, et cette puissance des femmes
il fallait la faire taire, en fait, finalement. Et on le voit, on l'a vu avec la chasse aux sorcières, en fait, en gros, c'est entre le XIVe et le XVIe siècle. Et là, on a constaté finalement une rupture entre les femmes avant qui étaient chirurgiennes, autrices, et après, on les a, voilà, il y a une domination qui s'exerçait, notamment, donc, comme je vous dis, cette chasse aux sorcières. On a inventé le fait qu'elle allait au sabbat, enfin, voilà, pour vraiment exercer cette domination. Et après, il n'y avait plus de chirurgienne, il n'y avait plus d'autrice, il n'y avait plus de. D'ailleurs, jusqu'à ce que à tel point que cette domination même des nominations de ces métiers ont disparu. Et alors, par contre, toujours les femmes travaillaient, hein, mais par contre, comme paysannes, voilà. Mais par contre, les métiers un peu qualifiés, il a fallu encore des décennies, même des siècles avant de reconquérir et de pouvoir de nouveau exercer ces métiers-là. Voilà. Donc, merci beaucoup, parce que Ragnagna Party, ça peut participer au fait que ce n'est pas tabou, que c'est quelque chose de naturel, ce n'est pas sale. Voilà, puis ça permet également, donc, comme je vous disais, une information sur la bonne utilisation des serviettes hygiéniques. Enfin, moi, je l'ai vu. Alors, j'ai participé hier à vos ateliers avec des lycéens, des lycéennes, et c'est extrêmement important de pouvoir sensibiliser la jeunesse, parce que c'est vrai qu'on voit quand ils ont un certain discours parfois. Enfin, certaines ont un discours qu'il faut écouter et peut-être changer, parce que c'est un peu voilà, on se dit ce sont les adultes de demain. Donc et moi-même, en tant que mère, j'ai pu aussi entendre des choses, voilà, voilà, une vision déjà de la femme très tôt, une vision de la femme qui est déjà stéréotypée, formatée. Et c'est pour ça que votre travail d'aller voir la jeunesse et de travailler sur le consentement, sur la santé sexuelle, la santé gynécologique est extrêmement important et nécessaire. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Et effectivement, voilà, on est sur ce week-end sur 2 journées tout public. Hier a lieu, enfin, on a organisé aussi dans le cadre du festival une journée à destination des scolaires et en parallèle également à destination des professionnels de santé. Voilà, sur 2 lieux, aussi sur le Rocher de Palmer et sur le complexe Brassens-Camus. Donc voilà, il y a déjà eu de très très beaux échanges hier, et je laisse le dernier petit mot à Charline. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Merci pour l'accueil. Je vais juste brièvement conclure. Je pense que l'essentiel a été dit avant. Peut-être rappeler effectivement qu'on est le 25 novembre. C'est quand même une journée extrêmement particulière en France et partout dans le monde, où on marche partout contre les violences de genre, les violences faites aux femmes. Et moi, j'avais juste envie de rappeler que le Haut Conseil à l'égalité a publié en janvier cette année, comme d'ailleurs chaque année, un rapport sur le sexisme en France. Et ce rapport 2023, il est effarant. Je voulais juste vous dire que si vous avez quelques minutes à consacrer, ouvrez ce rapport dans lequel il est dit très clairement qu'en France, alors que de plus en plus de personnes ont entendu les mots « violences faites aux femmes »,« violences masculines »,« MeToo », eh bien malgré tout, les comportements et les biais sexistes sont en hausse. Et la population chez qui ces comportements et biais sexistes sont les plus en hausse, ce sont les jeunes. Et effectivement, la question, c'est comment on fait pour changer la donne, comment on fait pour que la future génération bénéficie d'autres chances que la nôtre, d'une société simplement plus égalitaire, pas en droit. En droit, c'est acquis, mais dans les faits, dans la réalité, le Haut Conseil à l'égalité nous dit ça passe par l'éducation. Il est essentiel, il est urgent, dit le Haut Conseil à l'égalité, que les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle, dans lesquels on aborde largement plus que la sexualité. On vient lutter contre toutes les discriminations liées au genre, orientation, évidemment, les violences, tout azimut, l'inclusivité, le handicap, le harcèlement, la communication, tout est là-dedans. La seule réponse qu'on a apportée aujourd'hui, c'est l'éducation. Et vraiment, nouveau cycle, je voulais souligner à quel point ce que vous faites, c'est puissant. On a besoin d'associations dans les territoires qui vont faire de l'éducation tout azimut, auprès des scolaires, auprès du grand public,
auprès des professionnels de santé. Et voilà, juste merci d'organiser ce genre d'événement et merci toute l'année parce que là, on est présent avec vous juste une journée, mais je pense que vous ne le dites pas assez. Vous, au quotidien, les salariés, les bénévoles, vous êtes sur le terrain, dans les établissements scolaires, pour essayer de changer la donne et faire exactement ce que le Haut Conseil à l'égalité recommande, c'est-à-dire au quotidien, changer les mentalités, déconstruire, éduquer. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à toutes les trois, merci aussi plus largement à l'État, à la région Nouvelle-Aquitaine, au département de la Gironde, au département des Landes aussi, voilà, qui nous suivent dans toutes nos actions au quotidien. Le festival Ragnagna Party, alors, est ouvert depuis 14h, mais c'est le moment de l'inauguration, donc est officiellement ouvert. Et je vais laisser la parole à Emilia pour la suite de la conférence Violence de genre, la double peine, avec nos intervenantes aussi prévues. Merci pour tout. « 121, c'est le nombre de féminicides à ce jour en 2023. Et le dernier, c'était celui de Claire L, qui avait 42 ans, qui était mère de 2 enfants. Et elle a été étranglée par son conjoint à Coney-Moitard. C'était le 17 novembre, donc c'était seulement la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette date, elle n'a pas été choisie par hasard. Le 25 novembre, il a été choisi en mémoire de 3 sœurs, les sœurs Mirabal, Patricia, Minerva et Maria Teresa. C'était des militantes dominicaines qui ont été brutalement assassinées sur les ordres du chef d'État Rafael Trujillo. C'est pourquoi le 25 novembre 1999, l'Organisation nationale des Nations Unies, l'ONU, a décidé de faire de cette journée la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Internationale, pourquoi ? Parce que les violences, elles sont universelles. Elles touchent tous les milieux sociaux, tous les continents, toutes les nations. Elles se matérialisent par des atteintes à l'intégrité physique, mais aussi psychique des personnes portées en raison de leur genre ou de leur sexualité. Elles se conçoivent dans un continuum des violences majoritairement faites aux femmes et aux filles. Ces violences peuvent s'exercer dans le couple, mais aussi hors du ménage. Ces violences, du fait de leurs conséquences négatives, tant sur le plan de la santé physique que sur la santé mentale, sont un véritable enjeu de santé publique et politique. Parfois, vous pouvez entendre le terme de féminicide. Ce terme, il est constitué du terme femelle, féminin et homicide, et c'est construit sur le même modèle que parricide, infanticide, qui renvoie au meurtre. Il a été popularisé par 2 féministes, Jill Radford et Diana Russell, qui ont publié en 1992 le livre Féminicide, The Politics of Women Killing. Donc, dans la langue de Molière, ça fait l'aspect politique du meurtre des femmes. Ce terme, il est fréquemment utilisé en Amérique latine, dans les instances internationales, mais aussi par l'ONU, par l'OMS. Il a été popularisé en France grâce au travail des féminicides pour lutter contre le terme de crime passionnel. On ne tue jamais, jamais, jamais par amour, parce que l'amour, ce n'est pas la mort. D'après l'ONU, le féminicide, c'est un meurtre de femmes ou de jeunes filles lié au fait qu'elles sont femmes. Dans certains pays comme l'Espagne, le terme féminicide, il peut aussi être utilisé lorsque des enfants sont tués pour atteindre les femmes. Dans ce cas, on parle de féminicide par procuration. En France, on va le voir avec Clarisse, le terme féminicide n'a pas de reconnaissance juridique. Il existe néanmoins politiquement. Il existe dans les humanités, ce qu'on appelle les matières de droit et de sciences humaines, puisque dès 2014, il a intégré ce dictionnaire de vocabulaire. Mais depuis 2017, le sexisme, tué en raison du genre, est une circonstance aggravante de meurtre. Mais la loi, l'article 132-77 du Code pénal, ne fait pas de distinction que ce soit une femme ou un homme.
La victime, peu importe son genre, est ici protégée. Donc, comme je vous le disais, même si ce terme féminicide n'a pas de conséquences juridiques, il est néanmoins extrêmement important parce qu'il permet d'interpeller le pouvoir politique et la société afin de penser des politiques publiques pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. À travers cette table ronde, nous allons réfléchir ensemble sur ces violences de genre, la double peine. Et pour ça, je remercie chaleureusement nos intervenantes qui sont venues apporter leur expertise et leur expérience sur ces sujets-là. Donc Catherine Ladune, comme on l'a dit, vous êtes vice-présidente du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, en charge du handicap, de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. En 2017, la loi Égalité et Citoyenneté a fait de la lutte contre les discriminations une compétence partagée à la fois de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, donc la région, le département et la commune. La région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée à lutter contre les violences faites aux femmes à travers le plan d'action Réaliser l'égalité en Nouvelle-Aquitaine, on en reparlera tout à l'heure, et à prendre toutes les mesures pour passer de l'égalité de droit à l'égalité de fait. Natacha Chetkuti-Ozorovic, vous êtes enseignante-chercheur en sociologie et en anthropologie à Centrale Supélec, au laboratoire Institutions et dynamique historique de l'économie et de la société, l'IDES, de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Vos recherches concernent notamment les violences de genre et la sociologie carcérale. En 2021, vous avez publié un livre « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité » chez La Dispute. Dans cet ouvrage, vous réinsérez le parcours des femmes incarcérées dans des itinéraires marqués par la violence de genre que ces femmes ont subi en amont de leur passage à l'acte et leur condamnation. C'est la mise en évidence de ce continuum de violence que tient d'abord l'originalité de votre livre. Et comme le dit la 4e de couverture, il leur reconnaît à ces femmes détenues leur pleine humanité. Vous venez aussi d'ouvrir un diplôme universitaire, ce qu'on appelle un DU, avec Cédric Bienfait, qui est référent, lui, aux violences de genre et masculinité de l'École des parents et des éducateurs à la région Île-de-France. Ce diplôme universitaire est intitulé « Politique pénale et violences de genre, auteurs, victimes et parentalité à l'Université Paris-Saclay ». On vous mettra dans la barre d'infos et sur le site comment vous y inscrire si le sujet vous donne envie d'approfondir. Et enfin, Clarisse Le Boisselier, vous êtes juriste en droit international pénal. Après une licence en droit, vous avez obtenu votre master 2 en droit international pénal. Vous avez soutenu un mémoire de recherche sur la condition juridique et opérationnelle des femmes combattantes. Vous avez poursuivi vos travaux à Bruxelles au sein du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, dont vous avez notamment publié un article sur le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de déplacement forcé des enfants ukrainiens vers la Russie. Vous voyez, on a des intervenantes au CV très impressionnant. Donc, j'ai dit en introduction, j'ai parlé du terme de violence faite aux femmes et aux filles. On a parlé de féminicide. Cette table ronde s'appelle les violences de genre. Natacha Chetkuti-Ozorovic, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce terme de violence de genre? Qu'est-ce qui le regroupe? Qu'est-ce qui ne le regroupe pas? Est-il différent des violences faites aux femmes? Je pense que je prends ce micro. Il marche? Alors d'abord, je vous remercie beaucoup effectivement de l'organisation d'un tel événement. Et voilà, je remercie aussi toute votre dynamique collective qui permet cette mise en œuvre des dialogues qui, pour ma part, en tout cas, m'importent beaucoup. Vous l'avez dit avec l'ouverture du DU, mais des dialogues entre divers praticiens et praticiennes du droit, du champ des violences de genre et aussi de leur mise en application dans les politiques publiques. Donc, merci. Juste préciser, si ça vous intéresse, le DU, venez. Et en plus, il est en hybride. Voilà, donc... Alors, pour la définition des violences de genre, on en parlait un peu dans les coulisses tout à l'heure, mais alors, tout d'abord dire merci beaucoup pour votre présentation qui était très pertinente, mais il faut peut-être revenir un peu, il y a 2 concepts majeurs. Violence de genre, continuum de violence de genre, qui n'ont ni les mêmes usages, je dirais, sociologiques, ni même les mêmes usages de mesure des violences, ni même les mêmes usages sur les politiques pénales. Voilà le lien que je peux faire. Première chose sur la question violence de genre. D'où naît ce concept? Parce qu'à un moment donné, c'est un concept sociologique qui naît des premières enquêtes, des enquêtes nationales dans une population représentative, des enquêtes quantitatives, qui datent de 2000, c'était l'enquête en VEF, enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France, qui a été réactualisée en 2017 par l'enquête Virage,
et qui en fait a permis de politiser la question des violences faites aux femmes en montrant leur caractère répété et continu, ce qui veut dire qu'il y a l'idée que les violences faites aux femmes émanent de raisons structurelles et aussi de déprivatiser la question des violences faites aux femmes, puisque jusqu'en 2000, nous n'avions pas d'enquête de mesure des violences. On n'avait que les enquêtes, ce qu'on appelle de victimisation, de victimation liées au dépôt de plainte en commissariat. Et donc, on n'avait pas de mesure de fréquence des violences. Donc, violence de genre, ça a permis de montrer que la question des violences faites aux femmes, c'est pas l'idée d'une naturalité. Il n'y a pas l'idée que il y a des caractères psychologiques aux violences qui ne défait pas une analyse psychologique, mais qui a des raisons structurelles et de logique structuraliste. Vous venez de le dire précédemment, les chiffres sont les mêmes depuis 30 ans, 40 ans, donc la permanence de ces chiffres montre bien qu'il y a des logiques sociales à ces violences. Donc ça a permis de politiser, de déprivatiser la question des violences faites aux femmes, de montrer que donc les rapports sociaux de genre sont des rapports socialement construits à l'intérieur de quoi? De rapports de domination et de domination de genre, c'est-à-dire de domination masculine. Genre, ça ne réfère pas à femme, mais ça réfère à l'idée qu'on mesure la société à l'aune d'une inégalité basée sur des formes de domination entre femmes et hommes, pas pensées comme des groupes naturels, mais en termes de rapport social. J'espère que je suis claire parce que je vous fais un rapide cours de sociologie là, en 5 minutes. Est-ce que du coup, ça correspond à la formule qu'utilisent souvent les féministes, le privé est politique? Oui, tout à fait. On pourrait dire ça. Alors, à partir de là, effectivement, à partir de ces enquêtes qui ont donné lieu à plein de... Bref, il y a toute une histoire à partir de ces enquêtes. On a pu mesurer les violences. Ça, grâce aussi, effectivement, au lien avec les groupes féministes, ça a pu arriver, je dirais, dans les agendas publics et politiques. Et on en arrive depuis un certain nombre d'années au concept de continuum de violence, qui est aussi un concept d'analyse sociologique, qui aujourd'hui rentre dans l'espace public et dans les politiques publiques. Bon. Alors, ce concept, voilà, on va dire là aussi, hein, dans la science, il y a des controverses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les controverses, mais comment on définit ce concept de continuum de violence? Qui dit continuum dit qu'il y a une ligne continue d'événements. Ça veut dire, et c'est comme ça qu'on a mesuré, en fait, le concept de continuum de violence a permis de mesurer les violences de genre dans l'enquête en VF et ensuite dans l'enquête Virage. Donc, ça a permis de montrer que, au fond, les femmes, parce qu'elles sont des femmes, subissent un spectre de violence qui va de la déqualification, qui va du harcèlement de rue, qui va des agressions verbales, qui va des violences physiques jusqu'au féminicide, on va dire. Mais ce continuum, donc ce spectre de conduite, est un dénominateur commun. Le dénominateur commun repose sur quoi? Sur l'idée que ces violences sont adressées aux femmes en tant que femmes, c'est-à-dire en tant que femmes, catégorie sociale. Hein. Ce n'est pas catégorie biologique, évidemment. Et donc, il faut retenir que dans le continuum de violence, il y a l'idée d'une dimension répétée d'expérience et de ce qu'on appelle en sociologie de temporalité, de cumulité. C'est-à-dire qu'il y a cumul des violences. Je suis sûre que dans cette salle, si je demande aux femmes qui sont présentes de décrire les situations de violence subies depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, toutes, on a pu traverser, vivre des expériences de violence. Ça ne veut pas dire forcément agression physique. Donc c'est ça le continuum de violence. Et c'est l'idée que, alors après, il y a des discussions là-dessus, mais en tout cas, du point de vue de l'analyse sociologique, on ne hiérarchise pas ces violences parce qu'elles font partie de ce phénomène social continu. Voilà. Donc il faut retenir, répéter, cumuler, continu et expérience généralisée. L'autre élément dans ce continuum des violences, pour ma part, j'intègre la question de la division sexuelle du travail. C'est quoi la division sexuelle du travail? C'est l'idée que nos sociétés sont organisées sur l'idée que, 1, il y aurait des travaux dits de femmes, 2, des travaux dits d'hommes, et qu'en plus, dans cette division, il y a une hiérarchie, à savoir que les travaux de femmes seraient moins valorisés que les travaux dits d'hommes, puisque les travaux dits de femmes sont dans un spectre de déprofessionnalisation à travers quelque chose que vous connaissez toutes bien, c'est-à-dire l'idée du soin à l'autre, du service à l'autre, et qui va se traduire dans nos pratiques professionnelles.
Et donc, cette division sexuelle du travail, elle va sous-tendre ou construire une assignation pour les femmes à effectuer un volume important de travail qui va du travail salarié au travail gratuit dans les organisations familiales ou les organisations conjugales hétérosexuelles. Donc, on est dans, là aussi, un continuum qui va du travail domestique, travail de soins et d'attention aux autres, et qui fait partie de ce continuum des violences de genre. L'autre élément qui est important pour comprendre cet usage du continuum de violences de genre, c'est que les violences de genre, je disais cumulées d'expériences, elles sont traversées par les classes sociales. Si toutes les violences concernent toutes les classes sociales, c'est vrai, sauf que les incidences ne vont pas être les mêmes selon les classes sociales. C'est-à-dire que pour les femmes de milieu, par exemple, déjà précarisées ou classe populaire, classe moyenne, les violences de genre vont produire de la précarité sociale importante et leur cumuler aussi dans les parcours d'exil et de migration. L'autre élément, c'est que ces violences de genre vont aussi produire souvent des formes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de santé mentale importante, d'addiction, et donc des cumuls importants en termes de trajectoire professionnelle. Dernier élément, et je m'arrête, l'usage du continuum de violence de genre depuis ces dernières années est appréhendé dans les politiques publiques. Sauf que là, il y a une contradiction, et que je pense qu'il serait intéressant de soulever ici aujourd'hui, c'est que là où il est appréhendé dans les politiques publiques, c'est dans le traitement du harcèlement de rue. Mais il n'est pas pris en compte dans les politiques pénales et judiciaires en ce qui concerne les femmes qui passent à l'acte, et vous l'avez rappelé, ou au niveau pénal et judiciaire. Et donc, quand elles sont condamnées et catégorisées comme auteurs. Alors, pourquoi le continuum de violence de genre est appréhendé dans l'application des politiques publiques et pénales? C'est qu'il introduit l'idée d'une nuisance. Le harcèlement des rues est perçu comme une atteinte à l'égalité démocratique. Et en fait, il vient justifier, si le continuum de violence de genre est pris en compte dans le harcèlement de rue, alors qu'il n'est pas pris en compte, le continuum de violence de genre, dans le traitement pénal des violences dans l'espace du dit privé, en fait, il vient ici rendre compte d'une, je dirais, injustice épistémique du traitement pénal, c'est-à-dire qui est condamné dans le cas du harcèlement de rue, c'est plutôt, là aussi, des classes populaires et des classes racisées. Du côté qui fréquentent l'espace public, c'est plutôt des hommes de classe populaire et racisée. Et donc là, on a un retournement, je dirais, de l'usage de ce continuum à l'intérieur de cette politisation et de cette judiciarisation de l'espace public. Donc oui, moi je trouve que c'est fondamental d'appréhender ce concept dans les politiques publiques et pénales, mais attention à la manière dont ça peut être appréhendé. Voilà. Merci, c'était vraiment très très riche, tout ce qu'on a pu apprendre là-dessus. Enfin, vraiment, ce qui est important, c'est que tout le travail qui a été mené par les associations, particulièrement les associations féministes, c'était vraiment de, comme vous l'avez très bien dit, de sortir la question des violences de genre, de sortir la culpabilisation. Et ce terme, il est aussi beaucoup utilisé par l'association Nous Toutes, qui fait des formations que je vous invite à suivre gratuites sur les violences de genre. En droit international pénal, est-ce qu'il existe une qualification spécifique des violences de genre ou du féminicide, Clarisse, justement, si on peut aussi regarder ce qui se passe ailleurs, parce que je pense beaucoup à la question de l'Espagne qui a été toujours très précurseur sur les politiques et le droit pour assurer la protection des femmes et des enfants. Déjà, bonjour, et puis merci pour tout cet événement et merci de me recevoir. Alors, c'est vrai qu'en France, comme vous l'avez dit, on n'a pas de reconnaissance du féminicide dans notre droit pénal. Pourtant, il y a eu beaucoup de débats, un débat qui a touché plusieurs sphères de notre société. Typiquement, en 2019, il y a une tribune qui a été publiée par les familles des victimes de féminicide en France pour demander justement à ce que le terme de féminicide entre dans le code pénal. Et cela n'a pas donné à son entrée finalement. C'était pourtant un des objectifs du mandat d'Emmanuel Macron en 2017 qui a été de plus réaffirmé dernièrement pour son deuxième mandat. La grande cause du quinquennat. Comment ? La grande cause du quinquennat. Exactement. Et cette cause du quinquennat, au final, elle s'est incarnée dans un Grenelle sur les violences conjugales en 2019. Et la loi qui a suivi sur les violences conjugales n'a pas non plus donné lieu à la naissance du féminicide dans le code pénal français. Ce qu'on peut trouver dans le code pénal français, ça va être des meurtres par aggravation. Il y a des circonstances qui vont faire que le meurtre va être aggravé. Ça va être lorsque le meurtre va être fait contre une femme enceinte,
contre sa conjointe ou en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du genre de la personne. Et ça, c'est la fameuse loi que vous avez dit de 2017. Donc, toutes ces entrées dans le code pénal, elles sont assez récentes. 2017, 2019, c'est pas si loin. C'est vrai que si on prend un peu de recul, on peut voir que dans certains États d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, comme le Costa Rica, le féminicide est dans les codes pénals, sont dans les codes pénals. Au Costa Rica, c'est le premier État à l'avoir introduit dans son code. L'Espagne a été considérée comme étant un des pionniers, effectivement. Et puis, ne serait-ce que pour avoir des lois, avoir des articles dans ces codes qui prennent en compte le féminicide, mais aussi à mettre en place des structures. Et puis, ça, c'est ce qu'on peut avoir en droit national. Et puis, il y a le droit international pénal. Donc là, c'est lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on ne va pas s'intéresser seulement à ce que chaque État fait, on va s'intéresser à un système juridique qui va s'appliquer à tous les États en matière de crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre et crimes d'agression. Donc c'est ce qu'on appelle le droit international pénal. Ce sont seulement ces 4 crimes-là qui sont appliqués en fait à la Cour pénale internationale qui est à La Haye. Donc petite introduction parce que en fait ce qui est très intéressant avec ce système juridique, c'est que parmi les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, il y a des violences sexuelles et sexistes qui sont identifiées, qui sont présentées, qui sont clarifiées en fait au fur et à mesure qu'il y a des jugements. Et il y a aussi des illustrations. Donc ça va être pour viol, ça va être pour persécution sexiste, pour grossesse forcée, pour stérilisation forcée. Et puis, on va voir qu'il y a plusieurs infractions qui ne vont pas être forcément présentes non plus toujours dans les droits nationaux. Et en fait, ce système international a aussi vocation à pouvoir inspirer tous les droits nationaux et en mettant déjà des définitions. Donc en fait, il y a plusieurs sources de droit pour essayer d'encadrer tout acte qui pourrait être des violences sexuelles et sexistes, des violences de genre, mais il n'y a pas d'utilisation consensuelle en fait de féminicide, du mot infraction, de l'infraction féminicide dans le monde. Et ce qui peut poser problème parce que, comme vous l'avez signalé, en fait c'est symbolique. Ce n'est pas seulement créer un cadre juridique pour juger certains cas, c'est aussi avoir une reconnaissance. Ce n'est pas pareil d'être reconnu victime d'homicide avec circonstances aggravantes que d'être reconnu victime de féminicide. Merci beaucoup. C'est vrai que je pense au travail de Denis Mukwege qui a eu le prix Nobel de la paix, qui a réparé les femmes parce que dans le Congo, c'est une guerre dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais le viol est utilisé comme une arme de guerre. Donc ça, c'est aussi très important de se rendre compte, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, que le viol, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans les médias, ce n'est pas que des actes sexuels comme on peut l'imaginer, c'est toute forme de pénétration qui peuvent avoir comme utilité d'essayer de détruire une civilisation, de détruire des femmes, comme on voit aussi en Ukraine. Catherine Ladune, la région Nouvelle-Aquitaine a fait ce plan d'action Réaliser l'égalité qu'elle a adopté en 2018 et qu'elle a prolongé en 2015 avec cette volonté, dont le slogan c'est de dire passer de l'égalité de droit à l'égalité de fait. Qu'est-ce que ça implique concrètement, que fait la région en fait concrètement en termes de politique publique pour réaliser cette ambition d'égalité de fait? Alors, justement, Natacha, vous parliez de violences qui pouvaient aussi s'exercer dans le travail. Et justement, la région se doit d'être exemplaire. Donc ça, c'est l'axe 1. On a l'axe 1, l'exemplarité de la région. Et donc, on doit veiller à ce que dans notre institution, au sein même de l'administration régionale, il y ait l'égalité, alors déjà professionnelle, au niveau des salaires, ça ça paraît évident, mais également dans le prolongement de la carrière, dans l'évolution de carrière. Évidemment, quand on prend la même deux emplois similaires, les salaires seront pareils, mais est-ce que l'évolution seront les mêmes? Donc ça, c'est important aussi d'exercer cette veille-là et de voir alors qu'est-ce qui explique aussi parfois pourquoi est-ce qu'une femme est bloquée dans son évolution de carrière? Souvent,
elle va prendre un emploi, un contrat partiel, et ce qui explique que sa carrière soit ralentie. Donc là, on va veiller justement à ce que les hommes aussi puissent prendre aussi leur part et avoir un emploi partiel, enfin un contrat de temps partiel, pardon. Il y a aussi tous les contrats précarisés, les CDD. Voilà, il y a des études qui ont été menées de voir que justement, ce sont les femmes surtout qui remplissent qui ont le plus souvent ce genre de contrat. Donc on exerce cette veille d'avoir cette même évolution de carrière, des salaires identiques. Et puis on a également des référents dans chaque service. On a des référents égalité pour pouvoir exercer justement cette veille, pour pouvoir être au cœur même du quotidien, des situations. Et ces personnes donc vont faire remonter les problèmes, les différents problèmes de situation. Alors ça peut être aussi d'ailleurs, on parle de, excusez-moi, je vais un peu m'écarter, mais il y a aussi problème. Alors je m'occupe du handicap. Ça peut être aussi des inégalités dans les valides, invalides, les personnes en situation de handicap aussi, qui n'ont pas. Alors parfois, on parle aussi en ce moment, c'est d'intersectionnalité. Des femmes connaissent encore plus de violence quand elles sont en situation de handicap. Donc encore plus précaires. Voilà, donc elles sont non seulement femmes, situation de handicap, donc encore plus sujettes effectivement à la précarité et à la violence. D'ailleurs, j'en profite pour parler de l'Observatoire régional des violences sexuelles et sexistes. Et on a eu vraiment des enquêtes menées par Johanna Dagorn, qui est sociologue, et elle a notamment, il y a eu 2 enquêtes déjà. Donc c'était sur les femmes victimes de handicap. Donc là, c'est absolument effarant de voir à quel point les femmes en situation de handicap sont victimes de violences. Alors ça peut être violence verbale, violence de toutes sortes en fait. Et les femmes aussi dans le milieu rural également. Donc ça, c'était la 2e enquête. Et en fait, on voit que plus les situations sont vulnérables, plus les personnes sont en situation de vulnérabilité, plus elles sont sujettes à des violences. Donc voilà, donc c'est vraiment donc déjà cette prise de conscience va faire qu'on va combattre. Enfin, ce sera plus facile de pouvoir combattre ces inégalités, ces violences, si on en a conscience, si on le sait déjà. En effet, on en reparlera tout à l'heure du travail de l'Observatoire et de la question des femmes en milieu rural. C'est extrêmement important parce que ce qui est très intéressant dans cette enquête de Johanna Dagorn, c'est de voir que les outils, les politiques publiques ne peuvent pas être appliqués de la même manière quand on est en milieu urbain, en milieu rural, quand on est en situation de handicap ou pas en situation de handicap. Natacha Ozorovic, vous avez évoqué la question du continuum de genre, mais aussi dans vos ouvrages, vous mettez en exergue le lien entre ces violences et l'hétérosexualité. Qu'entendez-vous par là? On n'a pas 3 heures, mais si vous pouvez un peu expliciter, vous avez commencé un petit peu tout à l'heure en montrant le lien, parce que quand on regarde en fait dans les couples de même genre ou de même sexe, c'est extrêmement intéressant parce que si on regarde les couples de lesbiennes, le taux de violence est beaucoup plus bas, voire quasiment, on va pas dire nul, mais extrêmement faible. Alors que dans les couples hétérosexuels, le taux de violence est effarant. Pourquoi cette différence finalement? Alors, d'abord, ce que montrent les différentes enquêtes et les plus récentes, comme l'enquête Virage. Alors, ça, c'est des enquêtes statistiques. Moi, je ne suis pas une statisticienne, moi, je suis une qualitativiste. Mais toutefois, quand même, les indicateurs de statistiques nous permettent de dire des choses. Ce que montrent ces enquêtes, il y a une permanence là-dessus. Et ce qui, évidemment, renvoie au fait que le continuum de violence de genre est construit un phénomène social. C'est que les violences faites aux femmes se passent dans les 3/4 des situations dans l'espace du dit privé. Qu'en fait, l'espace du dit public n'est pas le lieu de régulation de violence le plus fort. Ça ne veut pas dire que les violences de genre n'existent pas, mais effectivement, c'est dans l'espace privé que ces violences s'exercent de manière cumulée et répétée. À l'intérieur, donc, quand on dit privé, à l'intérieur du couple hétérosexuel. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, dans ce que vous dites là, c'est est-ce que, au fond, l'hétérosexualité comme système et organisation sociale
est un lieu régulateur de violence, ou est-ce que, voilà, que vient signifier cette... Alors, là aussi, on en parlait précédemment, il n'y a pas à ce jour de recherche comparative qualitative, on a des éléments comparatifs de statistiques sur ces questions. Ce qu'on peut dire, c'est que, effectivement, je parlais de division sexuelle du travail, cette division sexuelle du travail, elle s'étend au couple et à l'espace privé. Donc cette assignation et de permanence aux soins, elle s'étend aussi à la sphère du privé. Donc aussi, elle est le lieu, effectivement, de, je dirais, de reproduction de violences de genre, si on l'étend, cette analyse du continuum des violences. Plus de 98% des violences que subissent les femmes se passent dans la sphère du privé et sont exercées par un conjoint ou par une personne proche. Et ça, on ne peut pas le lire de manière psychologique ou comme s'il s'agissait de cas isolés. Donc, voilà, donc on peut dire que c'est sans doute, quand on dit hétérosexualité, on ne parle pas ici d'identité sexuelle, il faut que ce soit clair pour tout le monde, hein, mais on parle d'une organisation sociale qui repose, sur ce principe de différenciation hiérarchisée entre hommes et femmes, et cette dimension hiérarchisée, elle stipule des attentes de genre qui, sans doute, coproduisent ce système de violence. Mais il ne faut pas le confondre avec la question d'une orientation sexuelle. Je ne crois pas que ça... C'est pas la question. C'est la question d'une organisation sociale. Dans les couples lesbiens, j'ai actuellement une doctorante qui travaille entre d'ailleurs le Québec et la France. Elle fait justement, son sujet porte sur l'analyse du travail domestique dans les couples lesbiens. Alors, on en saura plus dans 3 ans, puisqu'elle commence sa thèse depuis septembre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les couples lesbiens, alors après, il y a des variabilités de classe sociale, il peut y avoir des variabilités de racialisation, classe sociale, d'écart de salaire, etc. Mais ces couples ne sont pas structurés par une altérité reposant sur la hiérarchisation des genres. Et donc, effectivement, le fait que l'altérité est repensée, non pas basée sur cette altérisation différentielle, l'idée, c'est qu'il y a toujours de l'altérité. Mais dans le système dominant, l'altérité suppose des qualités hiérarchisées. Et donc, effectivement, co-organisatrice de violence. Dans ces couples, eh bien, l'altérité, elle ne repose pas sur cette hiérarchisation. Donc, on peut supposer donc que les violences de genre sont moindres puisqu'on a cet effacement de cette hiérarchisation. Je ne sais pas si c'est clair. Si j'ai bien compris, dans l'hétérosexualité qui est entendue comme un régime politique, je pense à votre premier livre, Se dire lesbienne. Je ne l'ai pas dit comme ça parce que comme je ne connais pas les niveaux de... Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est un régime politique et pas simplement une orientation sexuelle. Ce sont finalement des rapports qui sont marqués par la domination. Oui. Alors que dans les rapports lesbiens, dans les couples lesbiens, il y a cette altérité, mais qui n'est pas fondée sur la domination, ce qui fait qu'il y a moins de violence. En tout cas, elle n'est pas fondée sur une domination des sexes-genres, on va dire ça comme ça. Il peut y avoir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de domination réculées par des rapports de classe, des rapports de il y a d'autres formes de domination. Mais pas sur ce principe-là, absolument. Donc là, quand vous faites référence à l'hétérosexualité comme régime du pouvoir, vous faites référence à Monique Wittig, et voilà. Et elle parle d'un contrat social dans lequel ce contrat social limite la connaissance des parties. Ça veut dire donc, et là je reprends la formule d'une anthropologue qui est Nicole Claude Mathieu, qui dit « quand céder n'est pas consentir ». Ce qui qualifie ce contrat social, c'est qu'il y a un certain nombre de rapports de domination pour lesquels les femmes consentent, mais elles cèdent sans consentir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que... Monique Wittig, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter un podcast de France Culture dans lequel intervient Natacha Chekouti-Ozorowicz, et vous avez une explication un petit peu de sa pensée qui est un petit peu complexe, il faut être honnête. Donc, du coup, vous pourrez avoir un peu plus de détails sur ce sujet, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça veut paraître extrêmement intellectuel, mais c'est extrêmement nécessaire de comprendre ce qui fait générer ces violences, parce qu'on va le voir un peu plus tard dans la conversation. La seule politique pénale par la condamnation ne suffit pas à résorber à l'origine ce qui fait naître ces violences. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi d'avoir votre travail de sociologue, d'anthropologue, d'essayer de faire ces enquêtes, pas seulement statistiques, mais aussi qualitatives, de comprendre ce qui génère dans notre société le fait que des femmes soient victimes beaucoup plus de violences que des hommes, même s'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, il ne faut pas oublier. Et quand les hommes sont
on va dire, victimes de violence. Et après, je sais que l'autre question, on va réfléchir sur cette catégorisation auteur-victime. Mais en fait, ce qu'on sait aussi, dans toutes les enquêtes, ça on le voit, c'est que autant les femmes sont dans une posture défensive de violence, ce qui n'est pas la même chose que d'être dans une posture offensive de violence. Ce n'est pas du tout la même posture. Et donc, on ne peut pas là non plus symétriser complètement les situations non plus. Et pour finir, dans les couples lesbiens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Il peut exister des violences. C'est pas le monde parfait, hein, c'est pas l'idée. Voilà, il faut pas, parce que là aussi il y a un risque quand même d'idéalisation. Il y a une enquête qui avait été réalisée il y a très longtemps, il y a 15 ans, par Vanessa Watremess, qui avait commencé une étude justement sur les violences dans les couples lesbiens et qui avait montré que les violences qu'elle avait observées étaient liées justement, je dirais, à ce qu'on peut nommer une société hétérosexiste, c'est-à-dire une société basée sur le principe que tout le monde est hétérosexuel, ou n'est pas, ou alors est le différent de l'autre, mais le différent du majoritaire hétérosexuel, parce qu'on peut aussi réfléchir sur la notion de différence. Qui qualifie quoi de différent de l'autre? Et en général, qui qualifie la différence, c'est le groupe dominant. Et sexiste, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de décrire, une société régulée par la domination masculine. Et ce qu'elle montrait dans son étude, c'est que dans les couples lesbiens, quand il y avait des violences, c'était beaucoup de violences, je dirais, liées à un contexte hétérosexiste où le couple devenait un modèle enfermant pour se protéger, pour se sécuriser d'un environnement hostile lié, je dirais, à cette hiérarchisation des sexualités et de genre. Et donc, voilà, avec des formes d'emprise, avec des formes de repli sur le couple. Mais ça ne prenait pas du tout les mêmes formes que dans le cas des couples hétérosexuels. C'est très intéressant. Catherine Ladune, on a évoqué les 2 rapports qu'avait publié l'Observatoire de la Nouvelle-Aquitaine sur les violences sexistes et sexuelles. Vous êtes élu de la ruralité. Dans ce rapport, on voit qu'il y a des mesures spécifiques qui doivent être adressées lorsqu'il s'agit de violences en matière de personnes qui sont victimes dans un milieu rural. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce rapport et quelles sont les mesures qu'apporte la région Nouvelle-Aquitaine dans les territoires ruraux et notamment aussi pour les personnes en situation de handicap? Oui, alors effectivement, le cas des milieux ruraux, c'est un problème parce qu'on a tendance à penser que c'est un milieu protégé, c'est un milieu calme, du fait sans doute de la sérénité, cette proximité avec la nature. Et en fait, d'ailleurs, j'ai un exemple là-dessus. Par exemple, il y a la maison de soie à Brive qui a été fondée par Claude Rosenthal, qui d'ailleurs a travaillé avec Denis Mukwege. Donc c'est l'ancien président de Gynécologie sans frontières, hein, donc qui a fondé la maison de soie SOIE à Brive. Donc c'est une association qui pluridisciplinaire, enfin qui va prendre en charge les femmes dans un point de vue médical, mais aussi juridique, enfin de reconstruction, enfin bon. Et en fait, on lui avait dit, donc Brive, c'est une ville quand même, voyez, enfin c'est assez rural, enfin même si bon la ville en elle-même, bon, mais c'est beaucoup centré, tourné autour d'une ruralité quand même. Et donc on lui avait dit, non mais il n'y a pas de problème, vous aurez personne. Et en fait, au bout d'une semaine, il y avait déjà, je ne sais plus combien de demandes. Donc voilà, pour montrer qu'en fait, la campagne n'est pas protégée, n'est pas exclue de ces problèmes de violence, et même à des problèmes supplémentaires, étant donné que tout le monde se connaît déjà d'une part. Donc ce qui oblige les femmes, enfin ce qui bloque les femmes dans leur parole, elles vont avoir moins tendance à pouvoir dénoncer le conjoint qui est souvent reconnu socialement, qui est bien implanté, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas croire que un conjoint violent, c'est ce monstre qu'on imagine. Ça peut être, d'ailleurs, il y a un journaliste qui avait écrit un ouvrage très intéressant, je crois que ça s'appelle Mon frère, mon ami, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Hugo Clément, mais je veux pas dire de bêtises. Comment Mathieu Palin. Qui avait écrit, ça doit être ça, pardon. Oui. Un livre sur ça. Et puis aussi Rose Lamy, qui vient de publier un livre, Le mythe du bon père de famille. Oui, voilà. Elle vient de décrypter le mythe du monstre, alors qu'en réalité, elle prend l'exemple de l'affaire Jonathan Daval. D'ailleurs, parce que dans l'affaire Jonathan Daval, Alexia, alors j'ai oublié son nom de famille originaire, parce que la famille ne souhaite plus qu'on l'appelle Alexia Daval.
Donc je m'en excuse d'avance, je vais l'appeler Alexia Laval. Mais en fait, il avait essayé de maquiller son meurtre en faisant croire qu'elle était morte à un jogging. Donc, et la presse, c'était assez choquant, avait tout de suite repris une mort de plus dans le jogging, mais sans avoir de précautions, sans s'inquiéter. Alors que les policiers, quand il est venu déclarer que sa femme avait disparu, l'avaient tout de suite soupçonné parce qu'il avait des traces de coups sur le bras. Enfin, ses propos étaient totalement irréguliers. Et après, à la suite des enquêtes, on s'est rendu compte qu'en effet, c'est lui qui l'avait tué. Et c'était assez symptomatique du fait qu'on s'imagine systématiquement que c'est une personne extérieure qui vient tuer, qui vient assassiner les femmes, alors qu'en réalité, le premier endroit où les femmes et les enfants sont le plus victimes de violences, malheureusement, c'est dans la famille. Et donc, c'est vraiment intéressant pour ça de prendre conscience de la nécessité de briser la pression sociale dans les milieux ruraux, parce que contrairement en ville, ce que mentionne en fait ce rapport, c'est que en ville, on peut plus facilement aller faire ses courses. Par exemple, à Mériadec, il y a un point info femmes et c'est l'occasion aussi de sensibiliser les femmes et leur permettre de donner l'alerte. Alors qu'en milieu rural, comme tout simplement les transports, c'est beaucoup plus loin. Le premier voisin, il peut être à 500 voire à 1 km. C'est plus difficile pour une femme d'avoir des temps où elle est seule, puisque par exemple, si le conjoint violent ne lui permet pas de conduire et lui dit non, je dois te conduire, c'est plus difficile de les atteindre en fait pour les associations. Donc c'est aussi pour ça que c'est vraiment important. Mobilité, effectivement. Oui, il y a tout un tas de problèmes de mobilité, de qu'en dira-t-on, tout un tas de effectivement liés à la ruralité et puis de l'éloignement effectivement de points d'écoute. Alors en fait, de moins en moins vrai parce que effectivement maintenant, alors on n'agit pas seul, hein, on a des partenaires, on subventionne des associations comme Nouveau Cible d'ailleurs, et il y a des associations de plus en plus implantées, présentes dans les petites villes. Alors je pense par exemple, alors j'habite en Haute-Vienne, Bellac, je pense que je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est vraiment une petite ville et il y a une association, peut-être même deux, mais en tout cas de mémoire, il y a une association qui est présente et qui intervient, qui écoute, qui accueille et qui va permettre aux femmes d'aller porter plainte. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile d'avoir ce courage-là, d'autant que c'est vrai que c'est un pas difficile à faire d'aller au commissariat le plus proche, d'autant que vraiment la prise en charge c'est vrai difficile parce que les personnes qu'on va avoir en face sont pas forcément toujours formées. Alors il y a des progrès là aussi, hein. Normalement il y a des formations, mais ces formations sont volontaires, je crois. Les forces de l'ordre ont accès à des formations, mais il faut que ces personnes soient volontaires pour y assister. Donc elles vont pas forcément tomber sur une personne bienveillante. Et c'est extrêmement, c'est ce qui va faire que les femmes vont reculer et ne vont pas aller porter plainte. Donc ça, c'est vrai que c'est la première démarche. Et puis après, il y a tout le reste parce que là, c'est le début, mais il y a le chemin est tellement long. Donc il y a nécessité effectivement pour qu'elle soit accompagnée. Et là, c'est là où le travail des associations est absolument fondamental dans cette prise en charge et dans ce long parcours de judiciaire, psychologique. Puis après, il y a toute la reconstruction après. Alors par exemple, j'avais aussi rencontré une association. Donc ça paraît un peu dérisoire comme démarche, mais alors ça s'appelle Concordance à Chauvigny. Donc c'est de l'art-thérapie. Mais j'ai discuté avec une bénéficiaire et elle m'a dit à quel point, alors c'est de la danse, donc elle fait des spectacles de danse, elle m'a dit à quel point ça l'avait aidé, elle avait pu se reconstruire après des violences conjugales. Donc vous voyez, c'est plusieurs formes comme ça d'associations. Il y a des associations qui vont permettre des hébergements d'urgence aussi. Je pense à la PAFED. Bon là c'est sur Bordeaux, mais voilà, qui vont avoir comme ça plusieurs fonctions dans ce long chemin. Voilà, comme je vous dis, voilà, l'avant, l'après, le pendant. Enfin, voilà. Donc avec ce tissu associatif, ce maillage associatif sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, et ça, on est vraiment soucieux qu'il y ait l'implantation de ces associations qui sont présentes auprès des femmes en fait. Mais bon après voilà, ce sont des pas, hein. On n'est pas encore au bout de, malheureusement voilà, on n'est pas encore au bout de nos peines, mais
on y travaille. On va passer de la ruralité et on va dézoomer au milieu international. Vous êtes juriste en droit international pénal, Clarisse, et c'est vraiment intéressant puisque cette journée, c'est pas seulement une journée nationale, c'est une journée internationale parce qu'on voit à quel point c'est universel et à quel point c'est intéressant de s'inspirer de ce que font les autres États pour aussi nourrir le droit interne, le renforcer. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une approche universelle de la protection des droits des femmes et du droit notamment? Est-ce qu'on peut avoir une approche universelle cumulée avec des singularités locales ou est-ce qu'en fait il faut plutôt déléguer simplement aux États et le droit international reste parapluie au sens générique, je veux dire? C'est une question très intéressante parce que c'est là où on peut dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est, je pense, une multitude d'acteurs qui fera en sorte que les dynamiques de violence de genre ou de discrimination vont cesser. En l'occurrence, en droit international, il y a une approche universelle dans le sens où on va essayer de mobiliser des branches du droit pour toucher le plus de citoyens, le plus de personnes possible. Et là, par exemple, on va aller du côté du droit international des droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire, ce sont des traités, des conventions internationales, donc un texte que les États vont faire ensemble. Ce sera consensuel et tous les États intéressés vont l'accepter, le ratifier, le signer et l'incorporer dans leur ordre interne. Normalement, ils doivent le respecter. Et ça, c'est sur la base, entre guillemets, du volontariat, donc la souveraineté des États. Et c'est ça qui est très compliqué, en fait, en droit international, c'est qu'il faut que les États soient volontaires et s'impliquent. Et donc, le caractère universel de la lutte contre les discriminations des femmes, etc., peut être affaibli à cause de ce facteur si des États n'en ont pas envie, n'en ont pas la volonté ou autre. En l'occurrence, en droit international, il y a tout de même des instruments juridiques qui vont être mobilisables pour lutter contre les discriminations. Par exemple, il y a les pactes internationaux de droits civils politiques, des droits civils, des droits politiques, économiques et sociaux et culturels. Donc ce sont 2 textes qui ont été signés il y a déjà un bon moment en 1966 et la plupart des États du monde l'ont reconnu. Donc on dit qu'il va être universel parce qu'un grand nombre d'États vont l'avoir ratifié et donc des États très importants. En matière de lutte contre les discriminations faites aux femmes, il va y avoir une convention qui est très importante, qui s'appelle la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, donc abrégé souvent CEDAW ou CEDAW, vous voyez souvent cette forme en anglais. Et donc, cette convention, elle a été créée en 1979. Et il y a actuellement 189 États qui y sont partis. Il faut savoir qu'à l'ONU, il y a 193 États. Donc c'est un référentiel qui est important à avoir en tête parce que ça nous aide à comprendre si la majorité des États, un grand nombre d'États, tous les États y adhèrent. Donc est-ce que ça va être une protection qui va être universelle ou non? En l'occurrence, on peut dire que oui, parce qu'en plus, il y a des États très importants qui y font partie, des États importants en termes de puissance économique ou autre. Le dernier État à y avoir adhéré, c'est le Qatar en 2009. Donc ça, c'est aussi un critère à prendre en compte quand est-ce que les États y ont adhéré pour avoir conscience de la manière dont cette lutte elle va être plus ou moins à l'ordre du jour des États. C'est-à-dire qu'il faut que les États soient entre guillemets prêts. Donc ça veut dire en termes de mœurs, ça veut dire en termes de politique interne, etc. Son visage, ça figure un peu sur la scène internationale. Est-ce qu'elle s'engage ou non? Et donc, c'est pour ça que ces instruments de défense, en fait, de protection des droits de l'homme, on dit en droit international, ces instruments sont ouverts à ratification. Il n'y a pas de date de péremption, et il n'y a pas non plus de date où c'est bon, c'est fini, vous pouvez plus signer. Et c'est ça qui est important, c'est pour permettre, en fait, une approche universelle de la justice. Ensuite, il y a un élément à prendre en compte aussi dans une protection universelle, entre guillemets, c'est l'ONU. L'ONU est l'incarnation de l'universalité. Tous les peuples, tous les États sont censés être représentés. Comme on l'a dit sur plusieurs sujets, bon voilà, il y a des débats sur ça et bon, c'est pas le lieu, mais c'est l'idée. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir ce que fait l'ONU. Donc, l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est là où sont tous les États. Ils ont tous une voix. Un État est égal à une voix. Et donc, chacun peut décider de soutenir des engagements, au contraire s'abstenir ou d'être contre. En l'occurrence, la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, elle a été adoptée à l'ONU.
à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ça veut dire que tous les États du monde ont envoyé leur délégation pour en parler. Ensuite, on peut agir sur des manières plus sectorielles. Et en termes de conditions de détention, il y a des règles qui ont été adoptées à l'ONU pour essayer de justement donner ce minimum de garantie. Donc on est toujours sur cette idée de faire en sorte à ce que partout dans le monde, un minimum de garantie soit assuré. En l'occurrence, ces règles, elles existent dès 1955. Mais en fait, il va falloir attendre 2010 pour qu'un premier ensemble de règles s'attarde sur spécifiquement la condition des femmes en détention et des femmes délinquantes. Donc là, on est dans les mesures privatives de liberté. Et cet ensemble de règles, elle a été adopté à l'ONU et donc on l'appelle souvent les règles de Bangkok. Alors oui, le droit international peut œuvrer pour lutter contre les discriminations et violences de genre à une échelle universelle, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le relativisme en droit de l'homme. C'est-à-dire que souvent, il ne faut pas oublier qu'un texte, il est écrit dans un contexte par une personne donnée, que cette personne, elle va avoir tous ses déterminismes, donc elle vient d'un espace culturel précis, elle a sa classe sociale à elle a ses impératifs que son État lui dit, ok, quand tu vas signer ce contrat, je schématise, hein, mais c'est ça, tu vas devoir prendre en compte ces considérations-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi des instruments à l'échelle régionale. Nous, dans l'Union européenne et dans l'Europe, on a des instruments particuliers. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme, qui, là, est sur le continent européen et qui a été adoptée en 1950. Et donc, elle a un article qui dit... non à la discrimination. En fait, c'est ça l'idée, pour des motifs que ce soit racial et également fondés sur le sexe. Et il y a aussi des instruments pour d'autres sphères culturelles, donc sur le continent africain, mais aussi en Amérique latine. Et ces instruments sont très importants parce qu'on l'a vu au milieu local, rural, urbain, il y a des différences à prendre en compte. Et là, c'est exactement pareil. On ne peut pas prétendre lutter contre les discriminations, contre les violences de genre, et ça vaut un peu pour tous les domaines, en faisant quelque chose qui va convenir à tout le monde parce qu'il faut prendre absolument en compte les spécificités. Chacun a sa culture, a ses mœurs, a ses déterminismes, et les femmes n'ont pas les mêmes rôles dans toutes les sociétés. C'est très intéressant parce que je pensais au mouvement Femmes Vie Liberté des femmes iraniennes, notamment aussi des femmes afghanes. Il ne faut pas oublier leur combat parce que les violences de genre ciblent particulièrement ces femmes aussi, et elles ont aussi des formes d'émancipation, des outils, ce qu'on appelle en sociologie, vous expliquerez bien mieux que moi, l'agentivité, qui est totalement différente. Et ça a été beaucoup de critiques d'ailleurs qui ont été portées par un certain féministe, contre un certain féministe universaliste, d'ailleurs de trop prôner des formes d'émancipation qui ne peuvent pas justement être assez universelles. Natacha Chetcuti-Ozorowicz, derrière le terme de violence de genre, il y a aussi le fait d'évoquer les femmes comme des auteurs. Est-ce que évoquer les femmes comme auteurs peut-il nuire aux violences sexistes et sexuelles? Je pense à ça parce qu'au sein de Nouveau Cycle, il existe un pôle prison. C'est-à-dire qu'on intervient dans les prisons. D'ailleurs, je tiens à saluer mes collègues qui interviennent en prison, Marion, Amandine, Léa et Sarah. On intervient donc à la prison de Gradignan pour échanger, faire des ateliers comme on le fait dans les écoles, mais aussi dans les prisons. Et c'est extrêmement intéressant d'échanger. Vous êtes allé aussi en prison, vous avez échangé, vous avez fait du terrain, comme on dit en sociologie, avec des femmes, pas à la prison de Gradignan, mais dans d'autres prisons. Donc, souvent, je dis ça parce que quand on évoque le sujet des violences de genre, on pense systématiquement au rapport de dualité femme-victime, homme-auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas des femmes qui peuvent aussi être auteurs? C'est vraiment très intéressant puisque on va le voir, enfin nous on a pu le voir sur le terrain, lorsque les femmes sont auteurs de violences, leur violence ne se matérialise pas de la même manière que les hommes. C'est là qu'on va revoir le lien avec le terme de continuum de violence de genre. Alors, merci beaucoup de votre question, absolument toute sa pertinence, et qui, en plus, je trouve, dialogue complètement avec le dernier point que vous venez d'évoquer, à savoir, je dirais, la question de l'impensé sociologique dans la traduction pénale de traitement des violences de genre.
Voilà, je ne l'avais jamais dit comme ça, mais c'est ce que vous venez de dire. À savoir que, en tout cas en France, pour répondre à cette question de dualité auteur-victime, depuis maintenant une vingtaine d'années, les politiques pénales sont construites sur la dite prévention de la récidive. Qui dit prévention de la récidive dit la construction d'indicateurs de risque qui vont justifier ce qu'on appelle l'évaluation pénale, même une fois condamné. Et cette évaluation pénale, elle est construite sur un principe d'individuation de la peine et effectivement dans un registre faussement universaliste ou en tout cas dans un registre qui ne prend pas en compte la question du continuum de violence, en tout cas pour les violences dans l'espace du dit privé, en termes de traitement de femmes auteurs condamnées pour des passages à l'acte. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que cette dualité auteur-victime, à la fois, elle empêche de construire un discours émancipatoire, elle empêche même de s'émanciper et en même temps, elle est nécessaire pour un certain nombre de femmes condamnées. Je m'explique. Dans ma recherche, j'ai travaillé effectivement avec des femmes condamnées pour de moyennes et longues peines. Qui dit moyenne et longue peine, c'est-à-dire des femmes condamnées entre 10 et 30 ans de peine. Donc là, on est au bout de la chaîne pénale et on retrouve des femmes qui effectivement sont passées à l'acte, alors que je dirais qu'un certain nombre de femmes sont moins condamnées habituellement en milieu fermé, elles le sont en milieu ouvert. Dans cette grille pénale dont je parle, d'individuation de la peine, il y a 3 éléments qui sont la question du principe de réflexivité, de responsabilité, de culpabilité. La question de la réflexivité, c'est d'être en capacité de démontrer comment on aurait pu agir autrement. La question de la responsabilité, c'est de dire je me sens responsable de mon acte auprès des victimes supposées ou réelles. Et la question de la culpabilité, c'est le fait d'endosser la peine. Et c'est là où on trouve toute la difficulté de penser la question des femmes auteurs. Je le disais, effectivement, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, certes, sont passées à l'acte, mais elles sont passées à l'acte à l'intérieur d'un continuum de violence dont elles n'avaient soit pas toujours connaissance en termes justement d'enchaînement du continuum, soit qu'elles n'ont pas toujours pu énoncer même au moment du procès, et je vais vous donner des exemples précis, soit qu'effectivement elles n'avaient pas forcément élaboré au niveau, je dirais c'est même pas une prise de conscience, élaborer les formes d'assignation dans lesquelles elles se trouvaient. Et donc, à partir de là, à partir de l'analyse des documents d'expertise et de récits des femmes que j'ai recueillis, j'ai construit une typologie qui va vous éclairer mon propos. La première, que j'avais intitulée « La prison, un lieu à soi maudit », c'était le cas de femmes qui, effectivement, avaient subi parfois des situations de violence pendant l'enfance, des situations de violence d'inceste qu'elles avaient complètement silenciées, parce que ce qui caractérise aussi les violences de genre et ce continuum de violences de genre, c'est que pour beaucoup de femmes, soit elles ne nomment pas parce qu'elles ne peuvent pas, soit c'est silencié parce que c'est impossible à dire. Et donc, voilà, avec des parcours voilà, de femmes qui ont une conjugalité assez je dirais, juvénile, l'accès au travail salarié, etc., etc. Et au moment du passage en prison, quand on leur demande au fond une réflexivité, donc une capacité à dire comment elles auraient pu agir autrement, elles ne peuvent pas forcément le dire parce qu'elles n'avaient pas pleinement connaissance des enchaînements de situations dans lesquelles elles se trouvaient. Je vais vous donner un exemple. Une femme que je rencontre qui a 48 ans, quand je la rencontre, elle est issue des petites classes moyennes, elle est employée dans une grande surface dès l'âge de 18 ans, enfin une grande chaîne de distribution, et elle passe ses journées parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle n'en fait jamais assez pour les autres et qu'elle n'est jamais donc assez bien qualifiée et elle a toujours peur d'être prise en défaut. Et cette peur de prise en défaut lui dit, fait qu'elle passe ses journées, dès 6 heures du matin, elle se lève pour faire les petits déjeuners de tout le monde, être au service des enfants, du conjoint, etc. Il y a le travail salarié. Elle est très occupée aussi par les questions de ses enfants, si l'un est malade, etc. Le soir, elle rentre, elle s'occupe aussi des enfants des autres. Tout ça conduit à un parcours où, progressivement, elle a un sentiment de dépersonnalisation. Et elle ne sait pas dire non. Elle ne peut pas dire non aux autres. Et pas dire non aux autres, ça va faire quoi? Ça veut dire qu'elle va à un moment donné se réfugier dans l'alcoolisme. Et c'est dans l'alcoolisme qu'elle va passer à l'acte.
Et là, comment, au moment de la condamnation, comment expliquer à un magistrat ce passage à l'acte? Et en fait, pendant l'incarcération, elle va au fond apprendre à dire non. En tout cas, elle va se poser des réflexions sur cette capacité à pouvoir dire non. Donc voilà, là on est typiquement, elle est certes reconnue comme auteur, elle endosse complètement le statut d'auteur, mais je dirais dans une difficulté à comprendre les éléments auxquels elle a consenti. Et le deuxième parcours dans mon ouvrage que je montre, c'est le parcours le plus majoritaire. Ce sont des femmes qui, elles, avaient complètement conscience des violences qu'elles ont subies. Alors ça va des violences physiques, des agressions sexuelles, du viol, des prostitutions contraintes, tout un élément comme ça. Elles se sont adressées le plus souvent à des services sociaux, services juridiques. Elles n'ont pas eu de réponse. Et donc, à un moment donné, quand elles sont passées à l'acte, ça n'a pas été forcément dans la situation la plus violente, mais c'est, je dirais, l'intériorisation de la peur et du silence et de la non-audibilité auprès des services publics et juridiques qui font qu'à un moment donné, elles passent à l'acte. Et là, elles sont très lourdement condamnées parce qu'il y a un autre élément dans cette justice, je dirais, c'est la question de la prédiction. C'est-à-dire, vous êtes aussi jugé dans l'idée de l'intentionnalité des faits, c'est-à-dire, au fond, d'avoir prémédité votre acte. Et là, comment prouver que ce n'était pas de la préméditation, mais le silence et le cumul des violences qui, à un moment donné, produisent du passage à l'acte, qui, paradoxalement, ce passage à l'acte permet d'arrêter une machine. Et pour ces femmes, on leur demande donc, dans ces trois mots-clés, responsabilité, culpabilité, réflexivité, d'endosser la position d'auteur. Et elles ne peuvent pas endosser la position d'auteur parce qu'elles n'ont pas été reconnues auparavant comme victimes de violences. Et donc, la situation est infernale pour ces femmes-là. Généralement, elles sortent en peine sèche. Elles n'obtiennent pas de conditionnel parce que, justement, elles ne répondent pas au dispositif, parce que, par exemple, en termes de réflexivité, elles ne peuvent pas énoncer comment elles auraient pu agir autrement, puisqu'elles ont un sentiment d'injustice très fort de ne pas avoir été entendues précédemment. Donc, elles n'avaient pas d'autre moyen que d'agir ainsi. Et en détention, elles vont être dans des formes très défensives, très violentes sur elles-mêmes aussi, et je dirais dans des formes d'hostilité, de conflit, et avec les gens de la détention, mais aussi avec certaines détenues, avec une forme d'économie morale des peines très forte, par ce sentiment au fond, d'avoir une injustice épistémique qui se renouvelle. Donc c'est là où cette dualité auteur-victime, je dirais, elle met au jour cette contradiction absolue. C'est-à-dire à la fois cette nécessité d'être reconnue comme victime, mais alors après, l'autre chemin, c'est de ne pas être assigné à cette position de victime. Parce qu'après, l'autre élément, c'est, et vous parliez des formations en commissariat, j'ai un autre de mes doctorants qui travaille là-dessus justement, c'est qu'on le sait, arrivé au commissariat, il y a la question de la bonne et de la mauvaise victime. Oui. Et la bonne victime, c'est en fait la personne qui est en capacité de montrer qu'elle a résisté. Mais en même temps, il faut qu'elle soit affligée, qu'elle soit dans une forme d'affliction. Mais pas qu'elle ait trop résisté. Mais pas qu'elle ait trop... Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, des fois, il y a des femmes qui arrivent au commissariat, leurs dépôts de plainte ou même leurs mains courantes ne sont pas recevables parce qu'il y a une lecture de la part des officiers de police qui n'est pas recevable parce qu'elles ne sont pas dans la grille de la bonne supposée victime. Et donc, le risque aussi de ces catégorisations, c'est de construire et de naturaliser, encore une fois, la question bonne, mauvaise victime, bonne, mauvaise auteur, et y compris dans les tribunaux, parce qu'aujourd'hui, dans les tribunaux, alors il y a un discours qui commence à arriver, très psychologisant. Je suis sociologue, hein, donc autant j'aime beaucoup l'approche analytique, mais l'approche psychologique et comportementale, je m'en méfie beaucoup, mais cette approche avec des catégories toutes faites, syndrome de la femme battue, la question de l'emprise. Et alors, on a deux procès bien connus, pour lesquels les femmes... Vous savez qu'aucune femme n'a jamais été acquittée en France pour violence de genre. Jamais. Jamais aucune femme n'a été acquittée. Parce que ça vient aussi discuter la question de la légitime défense.
C'est le cas de l'affaire Jacqueline Sauvage. Voilà, par exemple. Mais elle n'a pas été acquittée. Non, non, il y avait une grâce présidentielle parce Voilà. qu'il y avait une mobilisation. Je ne sais pas si tout le monde Voilà. se souvient de cette affaire. Jacqueline Sauvage était victime de violences conjugales pendant de très nombreuses années. Et la particularité de cette affaire, c'est qu'elle n'a pas tiré sur son ex-mari, enfin son mari en fait à ce moment-là, pendant qu'il l'agressait, elle l'a abattu dans le dos. En fait, sur le moment, elle n'était pas atteinte. Et en droit, la légitime défense, elle doit être concomitante et proportionnée. C'est ça. Ça veut dire, c'est pendant que vous vous faites attaquer que vous pouvez vous défendre. Mais pas trop. Parce que si vous répliquez de manière trop violente, vous devenez un auteur de violence. Et donc, du coup, elle avait invoqué la légitime défense en disant, mais j'ai subi des violences. C'est ça le continuum de violence. J'ai subi des violences pendant des années. Je craque un jour, je tire sur mon mari parce que j'en peux plus. Mais ça n'a pas été accepté parce que la justice, parce que d'ailleurs, le cas de Jacqueline Sauvage, c'est qu'elle ne regrettait pas son acte. Elle ne sentait pas de culpabilité. Elle considérait qu'en fait, comme vous le disiez, elle n'avait pas été reconnue auparavant comme victime. Et du coup, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle devait en quelque sorte mendier une sorte de liberté. Et la justice n'avait pas reconnu du coup la légitime défense. Et face à la mobilisation de ses avocates, à la sensibilisation du grand public, c'est pour ça qu'on parlait de féminicide, parce que ça permet d'interpeller la société, le président de l'époque, François Hollande, a décidé de la gracier in fine. Alors après, il faut savoir que Jacqueline Sauvage, bon, c'est comme ça une figure qui a été très médiatisée, mais c'est au fond des affaires très courantes et banales en prison. Et pour beaucoup de détenus que j'ai pu rencontrer, étaient agacés par cette médiatisation, parce que pourquoi une singularité autour de ce cas, etc. Mais en tout cas, ce que vous dites là, c'est ça. Et donc, le risque d'une forme, d'un discours psychologisant dans les tribunaux, c'est que là aussi, ça vient naturaliser une forme de bonne figure victimaire, c'est-à-dire qui va pouvoir prouver la question de l'emprise. Alors, par exemple, ce syndrome de la dite femme battue, déjà tout. Bon, alors ça circule beaucoup aussi en prison. Alors, l'aspect intéressant, c'est que ça permet de mettre des premiers mots pour des femmes qui jusque-là n'avaient pas mis de mots. Mais après, il ne faut pas que ça reste à ces mots-là, parce que ça ne permet pas non plus de penser d'autres modèles de transformation possibles et donc d'émancipation. Donc, c'est tout le risque aussi. Et sur la question de la légitime défense, toute la question aussi pour beaucoup de femmes, vous l'avez dit, il y a la question de la simultanéité, mais il y a la question aussi de la temporalité. C'est-à-dire qu'il faut montrer que le moment où on passe à l'acte, c'est on n'avait pas d'autre solution, qu'on utilise les mêmes armes que l'auteur en face, qu'on n'a pas pu appeler un tiers au moment. Et évidemment, pour toutes les femmes que j'ai rencontrées, quand elles passent à l'acte, aucun de ces éléments n'est possible à montrer et elles prennent 30 ans de peine. Bon, et par ailleurs, j'ai rencontré aussi un certain nombre de femmes qui sont à l'intérieur aussi de ce qu'on appelle la question du trafic de stupéfiants. Mais là aussi, on voit une division sexuelle du travail, du continuum de violence. Voilà, des femmes qui sont racisées, qui viennent des départements d'outre-mer, qui subissent des violences sexuelles dans la revente et qui vont se trouver aussi à l'intérieur de circuits où elles subissent un continuum de violences de genre, après avec en plus une série d'addictions, etc., etc., et pour lequel, eh bien, elles savent les risques qu'elles prennent, mais aussi c'est à l'intérieur d'une division sexuelle du travail où elles sont pourvoyeuses de ressources auprès de la famille, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas dans les mêmes trajectoires des hommes dans les trafics de stupéfiants. Donc là aussi, on retrouve une hiérarchisation très très forte prise à l'intérieur de ce continuum. Et donc, cette dualité auteur-victime, elle est à la fois nécessaire pour les femmes pour reconnaître, je dirais, la question des violences de genre, à condition de ne pas créer les contours de la bonne victime ou de la mauvaise victime. Oui, justement, pardon. Non, il y a juste une réflexion qui m'est venue à propos de la bonne et mauvaise victime et de la formation justement des forces de l'ordre. Il y a un phénomène, je sais que vous n'aimez pas le côté psychologique, mais il y a un phénomène quand même. Oui, d'accord. Oui, c'est le traitement, d'accord. Mais il y a quand même un phénomène qu'il faut prendre en compte et qu'on c'est souvent méconnu, c'est l'amnésie traumatique. Évidemment, quand une victime, puis et en plus c'est le délai de prescription, et quand une victime dit, ben voilà, il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, je viens de m'en souvenir, j'ai été violée, bah voilà, évidemment, c'est pas crédible, et donc voilà, voilà, ça peut être un exemple de mauvaise victime. Mais, oui, absolument. Et ça, je l'ai souvent rencontré. Ou c'est pas que j'aime pas la psychologie, j'aime pas quand oui, elle non, est mal utilisée. J'ai mal compris, d'accord. Voilà. Ou ça, vous avez tout à fait raison de dire ça. Et ça, c'est vrai que c'est très fort dans les parcours que j'ai pu rencontrer, dans les entretiens que j'ai pu mener. Et l'autre élément aussi,
qu'on ne prend pas assez en compte, c'est que, par exemple, j'ai rencontré des femmes qui étaient de religion musulmane, et pour dire j'ai subi un viol, c'est pas possible à dire parce qu'elles portent le déshonneur de la famille. Et donc, par exemple, l'une d'entre elles, que je rencontre à plusieurs reprises, parce que j'ai fait des entretiens en cellule, etc., et il se trouve qu'au moment où on menait des entretiens, parce que j'ai passé 18 mois de recherche dans cette détention, son père meurt. Et au moment où son père meurt, elle peut alors énoncer ce viol. Mais ça fait 15 ans qu'elle est en prison, elle a pris 30 ans. Et en fait, elle va commencer à l'exprimer autrement, mais elle n'est pas audible, elle n'est pas entendable, et personne ne la croit. Et comme en plus, elle est dans une forme de précarité psychique très importante, elle cumule aussi le fait qu'elle ne peut pas être crédible. Alors qu'il est vrai que le viol, elle a subi un viol, et voilà, il y a eu passage à l'acte, mais qui était son ex-conjoint, il y a eu des cumuls de viols, menaces d'homicide. Elle n'a pas pu le dire au tribunal, et donc, voilà, la chose est close. Donc il y a aussi cet élément-là qui n'est pas forcément pris en compte dans les enquêtes aussi dites de personnalité au moment des condamnations. La parole non crédible des femmes, c'est Cassandre. Hein, c'est toujours, voilà, on ne croit pas, les paroles des femmes ne sont pas crédibles. Silencieux et non crédibles. Oui. Et ce que je voulais dire juste, quand on parlait de... Il y a aussi, moi qui fais jamais ça, mais là, quand même, la série est très bien faite. Je vous conseille une série en ce moment qui s'appelle Sambre. Et c'est justement, sur... France Télévisions. France Télévisions. Voilà, et c'est l'affaire Sambre, d'ailleurs, d'un homme auteur de violences sexuelles pendant 30 ans. Et c'est exactement ce que vous disiez dans une petite ville... au bord de la Sambre. Et alors déjà, dans les années 90, alors là, dans les commissariats, on ne pouvait pas imaginer la parole sur les violences de genre, mais en plus, c'était effectivement le camarade des policiers, le camarade du village, et ça a duré pendant 30 ans. Et là encore, il y a l'affaire, il y a des retournements sur les dossiers pénaux. Parce que ce qui est intéressant en fait dans cette affaire, c'est qu'elle vient heurter le mythe du monstre. Parce qu'en fait, on voit les biais des policiers dans l'enquête. Ce qui était très fort à cette époque, c'était de chercher quelqu'un de bizarre, un marginal, quelqu'un d'étrange, ce qui a permis à l'auteur de pouvoir continuer à violer des victimes pendant des années, puisque c'était justement le bon père de famille, très apprécié de tout le monde et donc insoupçonnable. Vous avez évoqué la parole des femmes. Je pense qu'il faut quand même rappeler la pire que la parole des femmes, c'est la parole des enfants. Le fait de ne pas croire les enfants. Il y a une semaine, on était le 18 novembre, c'était la journée contre les luttes contre les violences faites aux enfants. Il y avait la Civis qui a rendu son rapport, parce que c'est une journée internationale des violences faites aux femmes, mais aussi aux filles. La question de l'amnésie traumatique concerne beaucoup les violences qui sont faites aux enfants. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous avez le site du docteur Salmona, Mémoire traumatique, qui explique les schémas psychologiques que peuvent avoir les victimes, que ce soit enfants ou adultes, mais aussi ceux des auteurs. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire traumatique? Tout simplement, c'est que quand on subit une violence, elle est tellement violente que le cerveau disjoncte en quelque sorte, et c'est pour supporter la violence de l'instant, il est obligé de se mettre en veille et bloquer ce souvenir traumatique. Et ça met parfois des années pour les victimes à se remémorer ce qui s'est passé. Et le rapport de la Civis est extrêmement intéressant, puisque normalement, en droit français, il y a ce qu'on appelle la prescription. Clarisse pourrait très bien l'expliquer. Vous avez un délai pour porter plainte quand c'est un délit pour une agression ou un crime pour un viol. Et le rapport de la Civis, disait le juge Durand, il disait, ce rapport propose justement une imprescriptibilité des violences faites aux enfants et aux mineurs du fait de cette amnésie traumatique, du fait que les victimes, c'est difficile à une victime qui met du temps à parler, de lui dire « Ah bah c'est trop tard ». Clarisse, justement, je vois le temps passer, ce serait bien qu'on laisse du temps aussi au public pour poser des questions. Sur la justice, je viens de parler de la justice pénale et de son injustice, en fait, de l'institution judiciaire. Il y a dans d'autres pays d'autres formes de justice. Là, on a beaucoup parlé de la justice pénale, mais il existe d'autres formes de justice comme la justice restaurative et la justice transformative. Est-ce que ces autres formes de justice peuvent-elles ou doivent-elles corriger les limites de la justice pénale? On n'a pas 3 heures. On n'a pas 3 heures et pourtant j'allais commencer par des définitions. Voilà, c'est presque la fin. Juste un petit moment, pas très. Juste des petites définitions pour bien comprendre de quoi on parle, parce que effectivement il y a plusieurs types de justice et effectivement elles peuvent toutes être complémentaires, travailler sur différents champs et donc
on l'a vu, il y a plein de processus psychologiques, etc., qui peuvent aussi être travaillés. Donc la justice restauratrice également, c'est en fait une justice qui va être complémentaire à la justice pénale, à tout le parcours qu'on va avoir voilà, devant tous les juges, etc., les avocats. Et donc cette justice restauratrice, elle est gratuite, elle est aussi confidentielle, donc c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, le juge qui va juger votre affaire ne va pas en avoir conscience, et donc en fait c'est aussi un lieu où on peut libérer la parole. Et en fait, ces formes de justice, elles sont fondées sur la parole et sur l'écoute et le dialogue. Et donc, il va souvent y avoir un médiateur, quelqu'un qui va être neutre et qui va normalement être formé également aussi pour recueillir tous ces propos. Et donc, cette forme de justice en France, elle existe depuis 2014, donc c'est assez récent. Et le but, c'est d'aider la victime à se reconstruire par d'autres biais que les vertus de la justice pénale classique qui vont être la reconnaissance, la réparation, etc. Et en fait, dans ce type de justice, il y a aussi l'idée de responsabiliser l'auteur afin de renouer les liens sociaux. Donc voilà, c'est des buts assez philosophique un peu, et il peut y en avoir plusieurs formes. Donc ça peut être un travail de médiation avec une personne tierce, et puis ensuite une confrontation entre l'auteur et la victime. Les proches des deux parties peuvent être aussi partie prenante. Il peut également y avoir des cercles de parole entre victimes, des cercles de parole entre auteurs, et également admettons des auteurs de crimes qui sont en prison, et des victimes qui ne vont pas les connaître, c'est pas leurs victimes entre guillemets, vont venir et dialoguer. Donc voilà, c'est vraiment cette idée en fait de partage. Et cette idée de travail avec l'autre pour responsabiliser, pour répondre aux besoins des victimes, elle se retrouve aussi dans un autre type de justice, mais qui là n'est pas lié à l'État, n'est pas institutionnel, c'est la justice transformatrice. Donc c'est une série en fait de pratiques, de réflexions philosophiques sur l'idée qu'on va se distancier de l'État, et c'est une réflexion qui est née essentiellement en fait aux États-Unis, et puis après qui a été au Canada aussi pas mal utilisée, notamment par des minorités, des personnes qui ont déjà subi des violences en fait à cause justement des agents étatiques, à cause des policiers, à cause du système pénal. Donc ça peut être aussi bien des minorités, des communautés ethniques, que des personnes racisées ou autres, ou des personnes qui ont déjà un passé carcéral et qui vont avoir peur de pas être crues. Et en fait, dans cette idée, c'est de justice transformatrice, c'est de s'appuyer sur le collectif. C'est de se dire que le collectif va travailler avec l'auteur d'un côté, travailler avec la victime de l'autre, faire parler par exemple en termes de violences sexuelles et sexistes et des violences de genre. Il y a un collectif belge qui s'appelle le collectif contre les violences familiales et l'exclusion, qui a proposé en fait en 2022 un plan comment mettre en place cette justice. Parce que en fait, ce type de justice, il veut abolir l'État. Donc, on va comprendre un peu la réticence de certains États à mettre en place ce genre de philosophie. Et la difficulté aussi, parce que les personnes qui la prônent n'ont pas envie en fait de l'intervention de l'État. Et donc, dans ce système, ce collectif belge propose par exemple que le groupe qui va s'occuper de l'auteur va parler de questions de consentement, va lui recommander des lectures, va faire parler du fait que l'auteur doit confier à ses proches ce qu'il a fait. Et puis, il y a aussi cette idée de prendre en compte tous les besoins des victimes. Par exemple, s'assurer qu'elle ne va pas rencontrer son auteur si elle n'en a pas envie. Et donc, en fait, c'est aller au-delà de ce que peut faire la justice. Il y a un exemple en droit international. Je vais pas faire, je vais abréger un peu parce que je pense que le temps manque. Mais il y a un exemple en fait en droit international. Il y en a même plusieurs. Ça s'appelle la justice transitionnelle. C'est pour aider les États et les sociétés à passer de situations en conflit à des situations à des États où l'ordre public revient. Voilà, la paix et la sécurité. Et donc l'exemple type, ça peut être au Rwanda où les tribunaux étaient engorgés et il aurait fallu vraiment des décennies pour que tous les criminels soient jugés, parce qu'en fait c'était une violence très systémique et très répandue. Tous les voisins avaient été un peu aussi des agresseurs, et donc il y avait cette idée que la paix sociale ne pouvait plus exister parce qu'on côtoyait en fait nos agresseurs. Et donc il y a eu les tribunaux Gacaca. Donc en fait c'était des juridictions fondées sur la parole, sur le dialogue, sur l'écoute, sur le fait qu'on demande pardon et sur le fait qu'on doit pardonner. Et en fait c'était des tribunaux populaires
si on peut dire, en plein air, où tout le monde pouvait venir, aller, et donc tout le monde pouvait aussi prendre la parole. Et ça a permis de désengorger les prisons, mais ça a aussi permis d'utiliser la parole qui était très utilisée dans les populations rwandaises bien avant le génocide qu'il y a eu. Et donc, on a utilisé un peu les ressorts de cette culture pour aider les populations à trouver des moyens de recréer un peu le tissu social, de dire oui, ok, vous avez été victime, de reconnaître en fait les violences et de juger. Et un dernier exemple, parce que je trouve qu'il est très pertinent en ce jour, c'est le cas des comfort women. Donc c'est un euphémisme qu'on peut traduire par les femmes de réconfort. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup, donc petite introduction, c'est des femmes qui ont été dans des camps de viol pendant la Seconde Guerre mondiale et bien avant, par des camps qui ont été gérés par l'armée japonaise. Et en fait, c'était des femmes asiatiques qui venaient de plusieurs États, notamment beaucoup de Coréennes. Et ces camps étaient destinés aux militaires japonais pour, donc c'était de l'esclavage sexuel de masse, des viols, des tortures, des meurtres. Beaucoup de femmes se sont suicidées. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces femmes sont tombées dans l'oubli. Beaucoup avaient honte, elles étaient stigmatisées, beaucoup ne sont jamais rentrées chez elles, beaucoup sont tombées dans une extrême pauvreté. Et le silence s'est maintenu jusqu'à dans les années 90. Et en fait, un des gros problèmes, c'est que l'État japonais n'a jamais vraiment reconnu ces violences comme les victimes, en tout cas, le voudraient. Elles ne se sont jamais reconnues comme victimes ni de compensation suffisante, ni d'excuses officielles. L'État japonais, en fait, a donné des compensations à quelques femmes survivantes, mais il a qualifié ça d'aide humanitaire. Et donc, ça veut dire, au sens légal, que ce n'est pas une compensation, ça veut dire que ce n'est pas une réparation pour un crime que la personne a subi. Et en fait, c'est impossible maintenant de juger cet État, de juger l'État japonais, malgré que des femmes survivantes et leurs proches essaient de mener des procès. Donc là, il y en a eu dernièrement en 2021 en Corée. Donc 2 assez concomitants et un qui a condamné l'État japonais et l'autre qui a dit l'État japonais n'est pas condamné parce qu'il y a cette idée d'immunité. On ne peut pas condamner un autre État, l'obliger à venir et respecter un droit qui n'est pas le sien. Donc voilà, il y a toute cette problématique de comment juger quand on ne le peut pas. Et donc là, tout ce qui est les autres formes de justice est très pertinent en fait. Sauf qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu de mouvement international, comme il y a eu au Rwanda, comme il y a eu ailleurs, pour aider toute cette population victime à avoir d'autres recours pour exprimer leur souffrance. Et donc, il y a eu un tribunal civil qui s'est créé par justement ces femmes survivantes, les proches et les associations qui les aidaient en fait dans leur lutte pour une reconnaissance, qui a été créé dans les années 2000 et qui a été à La Haye aux Pays-Bas. Et en fait, la destination de ce tribunal était d'écouter les femmes victimes. Elles venaient témoigner. Et les survivantes, et c'est ça qui est une des problématiques, c'est que la justice pénale est incapable de juger et toutes les autres formes de justice sont très lentes et un peu invisibles. Mais lorsqu'elles arrivent à se mettre en place, ce qui est demandé, c'est souvent la parole, l'écoute et la visibilité. Voilà, je pense que je vais pas dépasser le temps. Donc... Merci beaucoup pour ces informations. Malheureusement, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, mais qui est devant moi, que le temps, malheureusement, est un peu trop court, parce qu'il y a un concert ce soir. Mais je voulais quand même qu'on termine avec des outils, parce qu'on a parlé beaucoup de choses très intellectuelles, très complexes, et c'est important qu'on reparte avec des outils. Donc, je vais vous rappeler certains numéros je pense important d'avoir en tête. Le 17, vous connaissez, c'est le service de la police. Le 18, les pompiers. Le 15, et le SAMU, c'est le SAMU. Le 3919, c'est les violences femmes info. C'est un numéro national qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc 3919. Le 115, c'est pour les personnes sans domicile fixe, et c'est pareil, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 112, c'est un numéro européen, donc si vous allez en Europe et que vous êtes victime de violence, vous pouvez appeler le 112. Le 114, moins connu, mais très important, parce qu'on a parlé de handicap, c'est un numéro qui permet aux personnes sourdes et malentendantes victimes en situation d'urgence de pouvoir intervenir, parce que très souvent, quand elles vont porter plainte, il n'y a pas de traducteur en langage des signes français. L'application A2P-L, face à une situation d'urgence, ça permet d'alerter ses proches, des associations, et c'est disponible dans 13 pays.
À Bordeaux, vous pouvez, dans un bar, quand vous sortez, demander Angela, le prénom, ça veut dire que vous allez dans le bar si quelqu'un vient de vous poursuivre. Et le bar fait partie d'un dispositif pour aider et alerter les secours. Vous avez le CIDFF, c'est-à-dire le Centre d'information des droits des femmes et des familles. C'est partout, dans toutes les villes. Donc tapez CIDFF pour voir où est-ce qu'il se situe. Ça vous permet d'avoir accès à des juristes gratuitement pour connaître vos droits et aussi un accompagnement psychologique. Et enfin aussi, je pense que c'est important de citer en avant toutes qu'il y a un chat qui permet, parce que ces violences, on a dit, viennent beaucoup du couple, mais pas que, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une relation saine, et aussi enfin toutes les formations que font l'association Nous Toutes. Je remercie vraiment d'être venus aujourd'hui à cette table ronde sur les violences de genre. Je remercie tous les bénévoles qui ont contribué à l'organisation de ce festival au Rocher de Palmyre, le travail de Shirley et de toute son équipe, l'équipe technique. Merci beaucoup à mes intervenantes, c'était vraiment passionnant. On aurait pu rester des heures, mais il y a un concert aussi ce soir. Merci beaucoup, encore merci d'être venus. N'oublions pas, comme je l'ai dit, ces 121 victimes, qui en est pas plus. On peut mettre fin à ces violences. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival Ragnagna partie 2. Merci beaucoup.